votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous à cette émission Constieka Week News où pendant 1 heure, nous allons vous servir de l'information. Je suis Constieka. À l'entame de cette émission, il est très important de faire cette remarque. La Côte d'Ivoire est devenue très attrayante au vu de sa diaspora, la diaspora ivoirienne qui envahit comme ça et qui reprend confiance en son pays depuis quelque temps. Et le pays bouge énormément, ça fait plaisir. Il y a aussi la diaspora africaine de manière élargie et qui a envahi l'Abidjan depuis quelque temps. On les voit partout et ils veulent faire des investissements, apporter un plus à cette Côte d'Ivoire et par ricochet à toute l'Afrique avec leur savoir-faire acquis depuis l'Hexagone. Principalement, nous parlons de la diaspora canadienne. La diaspora canadienne a décidé de prendre d'assaut la Côte d'Ivoire et nous avons décidé de leur accorder quelques émissions que vous verrez dans les prochains jours sur votre petit écran. Des axes avec des jeunes dames brillantes qui en ont dans la tête, à l'exemple de Madame Élodie Olivia Postel, qui est une architecte de formation et qui a complètement mis un accent particulier sur le recrutement, l'immigration et surtout apporté à ses frères de la diaspora africaine, ivoirienne en particulier, puisqu'elle est à Abidjan pour un séjour qui porte sur la formation et elle est présidente de son entreprise, présidente directrice générale de son entreprise, SOS Archi du côté du Québec, au Canada. Et en marge de cette dame, que vous verrez d'ailleurs dans les prochains jours dans une émission baptisée Qui suis-je, où elle parle des réussites, elle parle d'elle, elle parle de son envie de transmettre aux jeunes Africains, aux jeunes Ivoiriens, l'envie de réussir à travers des formations. Nous avons aussi focalisé notre caméra sur une deuxième, une autre, ça fait la fierté comme ça de la diaspora du côté du Canada, une deuxième qui n'est que Madame Nadège Méhé. Madame Nadège Méhé, elle est présidente d'une très grande structure baptisée Authentique, spécialisée dans les produits de beauté pour redonner aux Africains, aux Africaines, le respect et la dignité de leur chevelure, je dirais de leur carpillère, et de savoir aujourd'hui que nous avons le cheveu, comme elle le dit elle-même, un cheveu que nous pouvons transformer de toutes les manières. Et elle s'indignait dans les entretiens que nous avons eus de voir les jeunes Africaines aujourd'hui parader avec toutes ces perruques. Alors, les produits qu'elle a mis sur le marché sont d'une rareté et d'une performance hors norme. On verrait bien tous les Africains redonner et reprendre confiance à travers leur chevelure. Cette dame que vous voyez, présidente de cette structure Authentique, c'est le nom qu'il faudra désormais retenir. Et elle est aussi à Abidjan pour rencontrer les uns et les autres et leur dire simplement que nous, les Africains, nous avons du bon cheveu. Madame Nadège Méhé, présidente d'Authentique, est coach et conférencière et aime bien aussi se déterminer comme une philanthrope. Vous savez, ces deux exemples et plusieurs autres, celles-là qui viennent du Canada, la diaspora canadienne, que nous avons décidé tout simplement d'ouvrir ce programme exceptionnel pour dire que l'Afrique et ses enfants ont décidé d'être, comme on le dit nous en Côte d'Ivoire, debout. Restez les nôtres. Dans ce programme, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Nous allons aussi faire un tour au Gabon, en Turquie, au Liban, au Cameroun, en Arabie Saoudite, au Nigeria, parce qu'on a décidé quand même de vous présenter comme ça ces pays. Il faudrait que nous, les Africains, devenons fiers de nos pays et savoir qu'en restant dans nos pays, nous pouvons réussir et avoir que du bonheur, parce que nos leaders, nos chefs d'État s'évertuent à nous offrir et à nous donner comme ça, comme sur un plateau d'argent, un bonheur. Nous irons faire aussi un tour en Azerbaïdjan, parce que de ce côté,
je dirais presque près d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement y ont pris part à ce sommet sur le climat. Et c'était la COP29 du côté de Bakou. Et la Côte d'Ivoire était dignement présentée par son vice-président de la République, son Excellence, M. Timoko Meyele Kone. On y reviendra. Mais tout de suite, nous allons au Gabon, juste après la réclame. Au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema continue à être au four et au moulin. Ce pays qui est dirigé, qui fait la fierté pratiquement de tous les Africains. Les non-Gabonais sont fiers de voir ce pays dirigé par le président Oligui Nguema qui fait des choses autrement, qui a décidé de faire de la politique autrement et comme aspire toute la jeunesse gabonaise. Et dans ce Gabon, nous voyons comment le président a décidé de faire des choses autrement. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a fait éruption au ministère du Budget dans son pays, le Gabon, et à Libreville, afin de mettre les membres du ministère face à leurs responsabilités. Teddy Ossé, notre correspondant du côté de Libreville, nous en fait écho. L'administration, c'est pas la peine de percevoir des budgets et de les conserver pour dire à la fin on se partage le que de budget. Cette histoire de que de budget, je ne veux pas entendre parler. Payer tous les budgets qui ont été mis à disposition. Nous allons vers la fin de l'année. Les administrations, beaucoup n'ont pas perçu leur budget, y compris les ministères qui sont présents. Parce que vous asseyez dessus. Parce qu'on veut faire des queues de budget à la fin de l'année. J'ai dit faites attention avec cette histoire de queues de budget. Payez les administrations, faites fonctionner les ministères. Ce qui a été mis à disposition, ça doit être payé. Et je ne veux pas entendre parler des queues de budget. Attention. Attention, vos diplomates souffrent à l'étranger, vous n'envoyez pas de l'argent parce qu'on veut se faire des queues de budget. C'est quoi les queues de budget? C'est quoi cette histoire des queues de budget? Ça me revient à l'oreille, oui, queue de budget, queue de budget. On arrive bientôt à la fin de l'année, le budget doit être payé. Payez les budgets. Et ça, je vous le dis, pour ceux qui me regardent au fond, je vous dis, payez les budgets. Je ne veux pas entendre parler de queue de budget. Faites fonctionner l'administration. Ce n'est pas la peine de garder l'argent entre vos mains, de vous asseoir sur les dossiers, de faire passer, comme on le dit chez nous, un mauvais quart d'heure à vos ministres, à toute l'administration gabonaise. Ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de billes pour travailler, parce que vous voulez faire des économies. Pourquoi? Payer les budgets tels que c'est écrit dans la boîte. C'est pour moi. Celui qui viendra parler de queue de budget, comme sa place. Vous mettez l'argent chez les fournisseurs et après vous allez récupérer l'argent. C'est des méthodes de l'ancienne époque. Il y a de l'argent, même de l'argent dans les entreprises et que les ministères ont. Ce n'est pas à la fin de l'année qu'on met l'argent dans une entreprise. Ce n'est pas à la fin de l'année qu'on va mettre l'argent en Gabon Méca pour que les fonctionnaires aillent chercher les rames de papier. Non. Ça parce qu'après vous allez récupérer cet argent dans les entreprises. Et nous sommes au courant. Comme je vous ai dit, nous allons lancer des audits. Et nous allons le faire. L'histoire de queue de budget, payer les ministères leur budget. Je ne veux pas entendre parler de queue de budget. Tout ce qui a été engagé. Voilà, un président qui a décidé d'aller même sur place parler aux ministres et leur dire cessez d'avoir des pratiques qui relèvent de l'ancienne époque. Aujourd'hui, le Gabon nouveau, le Gabon qui va vers la félicité, est un Gabon où tout le monde doit ne faire que ce qu'il a à faire et bien le faire. Je vous retrouve juste après la réclame. La Côte d'Ivoire, ce pays qui bouge énormément, et nous allons parler des prouesses d'un ministre d'État de ce gouvernement, le gouvernement du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et des productions vivrières de la République de Côte d'Ivoire, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, a visité pour son bonheur et celui de tous les Ivoiriens une rizière à perte de vue, c'est du côté de Sikolo. Reportage Ousmana Koulibaly, Lévite Elivonan, Marcel Bassolé.
Il s'agit d'un champ de riz à perte de vue d'une superficie de 100 hectares. Le gouvernement ivoirien réalise depuis quelques années des distributions gratuites de semences et d'engrais à travers toute la Côte d'Ivoire et fournit également du matériel aux associations et coopératives. Cela découle de cette perspective et c'est légitimement que le chef de canton Sikolo et sa communauté accueillent le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, M. Kobenan Kwasi Adjoumani. Nous avons bénéficié cette année du déposit. Donc nous avons encadré nos paysans. Donc voilà le fruit que vous-même vous voyez. Nous avons plus de 1000 hectares, mais on a pu faire 100 hectares. À Sikolo, il est temps de faire preuve de reconnaissance pour la récolte. Les villageois ont formulé une doléance qui a été satisfaite immédiatement. Nous avons voulu montrer à la face du monde et aux Ivoiriens que tout est possible. Il y a des gens qui bavardent. Ça ne fait rien. On n'a rien à manger. On va même jusqu'à dire que le piment coûte 150 francs. Alors que sur toute l'étendue du territoire, de part et d'autre des rues, on voit de la nourriture qui foisonne. La faucille, c'est ce qu'on prend pour couper le riz. Regarde 100 hectares. Est-ce que cette faucille-là peut couper 100 hectares? Ça ne peut pas. Donc j'ai donné des instructions pour qu'on leur envoie des moissonneuses pour venir récolter tout le riz. Donc il y a 3 moissonneuses qui seront ici dans les 48 heures pour pouvoir récolter tout ce riz. Cette visite se situe dans le cadre de la 11e édition des Journées de l'administration agricole, délocalisée à Kong et dans le reste du Chologo. Tout en proférant des félicitations comme ça au ministre d'État, ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire pour le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire, comme le disait si bien le père de la nation Félix Houphouët-Boigny, parlant de la Côte d'Ivoire. Il avait pour habitude, et c'est un slogan pratiquement en Côte d'Ivoire, repris par tout le monde, et tout le monde le sait, c'est un secret de Polichinelle, le succès de ce pays, de la Côte d'Ivoire, repose sur l'agriculture. Je vous retrouve juste après la réclame. Direction le Liban. Au Liban, nous allons penser à nos sœurs, à nos mamans, à nos filles même parfois. Triste nouvelle, nous arrivons du Liban. Les femmes africaines immigrées, toutes femmes de ménage prises au piège sous les bombes israéliennes. Elles n'ont plus qu'un seul souhait, revenir en Afrique pour ne plus vivre ce calvaire du côté du Liban. Reportage, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Dans un hangar qui a longtemps abrité les soirées festives de la jeunesse dorée du Liban et qui est maintenant le refuge de 250 Sierra-Lyonnaises, des employés de maison abandonnés et désorientés et pris au piège dans un conflit qui les dépasse. Nous avons décidé d'ouvrir ce refuge quand on a vu les femmes travailleuses étrangères dormir au bord de la route et elles n'ont plus d'endroit où vivre depuis le début de la guerre. Nous avons décidé de leur offrir cette grande maison. Dans des raids israéliens, leurs employeurs ont été tués ou ont pris la fuite, laissant ainsi leurs employés à leur sort. La jeune Issa Taba est arrivée au Liban il y a 2 ans. Je travaillais de 5 h du matin à minuit. 15 jours de travail, 1 jour de repos. Non logée, parfois non payée et soumise à des abus sexuels. J'ai vu des hommes venir vers moi. Ça a été très long, nous étions 3. Ils nous ont frappés, ils nous ont violés. C'est comme ça que j'ai eu ce bébé, j'ai été violée. Pas de document de naissance pour cet enfant de quelques mois, il se prénomme Huga. Si je n'ai pas de papier pour mon bébé, je ne peux pas partir et cela me stresse beaucoup. Parmi ces femmes, il y a 6 enfants en bas âge. Certains n'ont plus de passeport pour cause le système de parrainage qui leur a donné la possibilité de venir au Liban au service des familles qui retiennent les passeports à l'arrivée. Aujourd'hui, elles qui autrefois cuisinaient pour les autres le font désormais pour elles-mêmes. On mange tout ce que l'on veut et on cuisine ce que l'on veut. On demande ce que l'on veut et en un clin d'œil, on nous le donne. Mais on veut juste rentrer dans notre pays. Pour moi, c'est fini le Liban. Plus jamais, pour moi, plus jamais. Des négociations sont en cours afin de planifier leur rapatriement. La fin d'un périple, à l'heure du repas, elle interprète un chant sierra-lyonnais afin de maintenir l'espoir de retrouver enfin leurs proches. Après ces tristes images qui ne sont parfois pas de tout goût pour nous les Africains, de regarder nos sœurs, nos mamans, nos frères et nos enfants souffrir comme ça, alors qu'elles sont allées et qu'ils sont allés là-bas, essayer de trouver un petit bonheur. Mais
Quoi dire? Nous les accueillons et nous accueillerons avec beaucoup de joie dans nos pays, surtout qu'il n'y ait pas de mort. Et quand on sait que de ce côté du monde, ce n'est qu'une série de bombes qui, tous les jours, sont pratiquement lancées de part et d'autre, on ne peut que demander à Dieu le Père de bénir et de permettre à nos frères du côté d'Israël et du côté de la Palestine de comprendre que ni la guerre, comme le disait Félix Houphouët-Boigny, ni la politique ne résoudra ce problème. Il faut simplement s'entendre et laisser la spiritualité faire ce qu'elle a à faire. Je vous retrouve juste après la réclame. Direction la Turquie. En Turquie, le ministre turc du Commerce a reçu M. Paul Tanganji, ministre de l'administration territoriale du Cameroun, représentant personnel de son Excellence Paul Biya, chef de l'État camerounais. Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Parallèlement aux travaux de la 40e session du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'organisation de la conférence islamique, le ministre turc du Commerce, M. Aomar Bolat, a reçu en audience la délégation camerounaise conduite par le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, M. Paul Atanganji, représentant personnel du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, à la 40e session de l'OCI. Les deux délégations ont discuté de divers sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de la solidarité et de l'amitié entre le Cameroun et la Turquie. Il est clair qu'il existe des accords de coopération dans les domaines économiques et commerciaux signés par le Cameroun en tant que pays membre de l'organisation de la conférence islamique. C'est le cas du traité de protection et de garantie des investissements signé en 1995 et du traité sur les systèmes de préférence commerciale entre les États membres. Au sein de l'espace de solidarité que représente l'organisation de la conférence islamique, le Cameroun participe aux foires d'exposition organisées par cette organisation à travers le monde. De plus, il est connu que des campagnes de prospection et de promotion commerciale sont en cours et sont orientées vers les marchés de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, du Koweït et de la Turquie. Toutes les questions transversales ont été abordées, y compris les échanges de contacts permanents au plus haut niveau des deux États, afin de renforcer les échanges commerciaux entre la Turquie et le Cameroun. Et puisque nous parlions de la Turquie, avec cette représentation par le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, M. Paul Tanganji, rien de plus normal que de rester au Cameroun, où nous allons suivre encore les informations de ce côté de l'Afrique centrale, juste après la réclame. Le Sénat camerounais a ouvert le mardi 12 novembre 2024 la 3e session ordinaire de l'année au Palais des Congrès de Yaoundé. Les travaux qui dureront un mois sont consacrés essentiellement à l'examen et au vote du budget 2025 de l'État par les sénateurs. L'honorable Boubakary Abdoulaye, premier vice-président du Sénat du Cameroun, a présidé la session budgétaire du mois de novembre au Sénat, ce qui lui a donné l'opportunité de revenir sur l'importance de cette session qui débute. Nous félicitons du dépôt du projet de loi sur la fiscalité locale devant le Parlement au cours de cette session. Ce nouveau cadre juridique attendu par les élus locaux devrait contribuer à accélérer le processus de décentralisation en mettant notamment à la disposition des collectivités territoriales décentralisées les ressources nécessaires pour le développement. Suite au débat d'orientation budgétaire de juin 2024 et à la circulaire du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, la tâche sera ardue pour les sénateurs qui devront examiner et adopter le budget de l'État pour l'exercice 2025. Dans son allocution d'ouverture, le premier vice-président du Sénat du Cameroun, l'honorable Boubakary Abdoulaye, a abordé certains aspects de l'institution qui est le chef de l'État, dont il a salué les participations remarquables au FOCAC en Chine et aux 80 ans du débarquement de Provence à l'Hexagone. Saisir cette occasion qui m'est donnée pour dénoncer avec vigueur et condamner avec fermeté les atteintes inacceptables et malheureusement constantes à la dignité, à l'honneur et à la réputation du chef de l'État sous le prétexte de la liberté d'expression ou de communication. Une fois encore, une fois de plus, la Chambre haute interpelle le gouvernement sur ces dérives et réitère sa demande d'une législation mieux adaptée au contexte, n'en déplaise
Ces sénateurs se retrouvent pour la 3e et dernière session de l'année législative 2024, ce qui leur donnera la possibilité de poursuivre leurs responsabilités envers les populations et l'action gouvernementale dont ils ont également la responsabilité de superviseur. Certains Camerounais se sont exprimés au micro de CNN Télévision pour la rentrée parlementaire du Sénat. Oui, le vœu particulier des sénateurs que les sénateurs se penchent aux problèmes des populations. Vraiment, la population en difficulté, on a des problèmes de route, problèmes d'eau, problèmes d'électricité. Vraiment, que les sénateurs se penchent vraiment en ces problèmes-là. Beaucoup de débats de ce Sénat ne trouvent pas ça sur le terrain. La santé, il y a l'éducation, il y a les routes. Il y a des routes, il y a des micro-projets qui sont dans leur ressort, mais on ne les voit pas sur le terrain. C'est ça que je prie aux sénateurs de descendre dans le territoire, essayer de travailler avec les populations. Là, ça va faire évoluer le Cameroun. On est en détresse. On a besoin de vraiment que le Sénat, s'ils peuvent même d'abord descendre sur le terrain, on souffre, le peuple camerounais souffre énormément. Non, on attend vraiment le Sénat qui fasse le travail, leur devoir de citoyens camerounais. Donc, vraiment, bref, parce qu'étant sur leur bureau, ils ne voient pas. Il faudrait qu'ils descendent, qu'ils voient la souffrance que nous endurons. Nous allons suivre encore les informations de ce côté du Cameroun. La première édition du Festival international du manioc s'est ouverte ce 11 novembre 2024 à la maison du parti de Bonanjo à Douala, capitale économique du Cameroun. Organisée par l'ONG FADEC, la cérémonie était présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, en présence du représentant du président du conseil régional Polycarpe Banglog, du représentant du maire de la ville, du chef d'antenne consulaire pour le littoral, de madame Yvette Ndombé, présidente du FADEC, ainsi que de nombreuses autres personnalités. Durant 5 jours, des activités de réflexion, d'échange, des foires d'exposition se dérouleront sur le site, le tout pour offrir à tous les acteurs de la chaîne de valeur une plateforme pour exploiter les voies et moyens pour sortir cette filière de ses méthodes rudimentaires, ceci pour en faire un atout dans la politique d'import-substitution qui pourrait permettre d'inverser la balance commerciale. C'est une filière importante dans la politique d'import-substitution, dans l'atteinte des objectifs de développement 1 et 2, à savoir faire reculer la pauvreté et atteindre zéro faim, et aussi dans la création de richesses en milieu rural. La spéculation du manioc possède un potentiel économique énorme, capable de sortir le monde rural de la pauvreté. Je lance un appel à tous les acteurs de la minoterie au Cameroun. Le blé peut être remplacé par le manioc dans tous les domaines de la gastronomie. Le Festival international du manioc pose donc ces problématiques sur la table et sollicite l'intervention de toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur manioc. Ainsi, à travers un discours franc, toutes les parties prenantes révéleront les freins pour certains pour s'engager dans les projets d'exploitation agricole. Le festival a fait appel, bien entendu, aux producteurs, qui sont les principaux acteurs de cette chaîne de valeur, aux institutions de financement, qui sont de nature diverse, que ce soit des ONG internationales, des banques, et qui doivent accompagner les producteurs dans l'acquisition du matériel, l'achat des brevets d'invention, l'achat des terres, etc. Désormais, nous devons conseiller aux consommateurs de prendre, n'est-ce pas, ce tubercule qui est plein, qui est riche à toutes les vitamines que j'ai tout à l'heure citées, et que désormais, nous irons un peu, allons élargir notre champ d'action, aller dans les zones rurales, essayer de voir, encourager ces mamans qui se battent chaque jour pour que le manioc sorte, n'est-ce pas, de son originalité. On ignorait tout simplement que le manioc était si riche, mais désormais, nous allons prendre des dispositions qui s'imposent pour que le manioc soit consommé dans toutes les phases qui ont été indiquées par M. le ministre de l'Agriculture. La coupure du bâton de manioc géant ainsi que la visite des stands ont mis un terme à cette cérémonie protocolaire. Retour en Côte d'Ivoire où tous les actes
La vision du président Alassane Ouattara tous les jours se fait sentir pour le grand bonheur de la population ivoirienne. Voilà que l'UNESCO reconnaît 8 mosquées en Côte d'Ivoire, reconnues dans le patrimoine mondial. 8 mosquées ivoiriennes sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une cérémonie de remise de certificats s'est tenue à Kong par la ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, Mme Françoise Romac, en présence du parrain de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, à la grande fierté du maire de Caen, M. Berté Abdraman Timoko, et de l'imam Cheikh Ousmane Diakité. Reportage Charlotte Abdoulaye, Ousmana Koulibaly, Eddy Lévite Vonan, Marcel Bassolé et Séverin Tchatchoua. Depuis 2021, 8 mosquées ivoiriennes du style soudanais sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les certificats d'inscription de ces 8 mosquées ivoiriennes du style soudanais au patrimoine mondial de l'UNESCO ont été remis à la cour de la grande mosquée de Kong par la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarque. Avec son style soudanais en terre, la grande mosquée de Kong a plus de 300 ans. Elle traverse le temps avec la petite mosquée de Kong, la mosquée Nambira, la mosquée de Tengrela, la mosquée de Koto, la mosquée de Sorobango, la mosquée de Samatigila et la mosquée de Kawara. Toutes font désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai nommé son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. C'est lui qui, de son aura, de sa maestria et de son influence sur la scène internationale, a repositionné la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. C'est à lui que revient l'honneur de cette inscription des 8 mosquées de style soudanais au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, M. Cheikh Ousmane Diakité, a pour sa part exprimé sa fierté et a rendu hommage aux bâtisseurs de ces édifices emblématiques, considérant cette reconnaissance comme un honneur pour la communauté musulmane et pour la Côte d'Ivoire tout entière. Les imams et toute la communauté musulmane en Côte d'Ivoire voudraient, par ma modeste voix, très sincèrement saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement, pour avoir eu cette vision qui s'est très tôt matérialisée à travers la prise du décret du 29 janvier 2020, portant classement des mosquées en série style soudanais du nord ivoirien sur la liste du patrimoine culturel national. C'est ça le débat. La ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarque, met en évidence le caractère exceptionnel de cette journée. Nous avons tenu à organiser cet événement pour la postérité, pour l'histoire, pour rendre hommage aux différentes communautés détentrices du savoir-faire unique, pour leur détermination et pour magnifier la patience dont elles ont fait preuve. Toutes les populations méritent aussi vos applaudissements. Pour l'UNESCO, il sera nécessaire de préserver tous ces biens culturels. Les sites du patrimoine mondial appartiennent à tous les peuples du monde, sans tenir compte du territoire dans lequel ils sont situés. Donc les mosquées de style soudanais du nord ivoirien appartiennent donc aussi à tous les peuples du monde, qui ont la responsabilité de coopérer avec vous pour en assurer leur préservation. De nombreux membres du gouvernement étaient présents aux côtés du parrain de l'événement, le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, a exprimé sa joie. Depuis des années, ces communautés se sont mobilisées et sont mises à la disposition des experts de l'Office ivoirien du patrimoine culturel, OIPC, en espérant répondre aux critères de l'UNESCO. Je dois dire que c'est chose faite aujourd'hui. Je voudrais, avant de clore mon propos, me tourner à nouveau vers M. Lundou pour lui demander de remercier la part de son Excellence le Président de la République, la directrice générale de l'UNESCO, pour dans cette faveur
de grande portée qui est faite à la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il existe au total 20 mosquées de type soudanais et le processus d'inscription de ces 12 autres mosquées du style soudanais, encore non inscrites, font l'objet de travaux de rénovation dans l'espoir de leur future inscription. Le certificat décliné en 8 exemplaires a été remis au comité de gestion de chaque mosquée concernée, située dans les régions du Poro, du Kabadougou, de la Bagoué, du Gontougo et du Chologo. Après cette remise du certificat des 8 mosquées classées patrimoine mondial de l'UNESCO, nous allons quitter la Côte d'Ivoire pour l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, peut-on dire simplement qu'il s'agit d'un ras-le-bol des pays de religion musulmane? Peut-on dire simplement que c'est un ras-le-bol des musulmans de voir cette guerre qui commence à perdurer? Ou peut-on dire que c'est une prise de conscience réelle pour cesser définitivement cette guerre? En Arabie Saoudite, s'est tenu un sommet extraordinaire dans la ville de Riyad avec les dirigeants arabo-musulmans pour témoigner leur indignation sur le comportement israélien. Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Le sommet extraordinaire arabo-islamique sur la situation au Proche-Orient et au Moyen-Orient ont pris fin à Riyad, en Arabie Saoudite. La présence de dirigeants arabo-musulmans à ce sommet témoigne à elle seule de l'unité de désapprobation des actions israéliennes dans la région et de toutes leurs répercussions. L'hôte de la rencontre, le roi d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, et le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, M. Hissène Brahim Taha, ont, dès l'ouverture des travaux, fustigé le comportement d'Israël qui ne supporte pas la paix dans la région. Le président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, et tous les dirigeants arabo-musulmans présents à ce sommet ont condamné les agressions israéliennes qui risqueraient de faire embraser toute la région. Tous les dirigeants qui se sont succédés ont condamné de manière unanime la destruction de Gaza et les attaques israéliennes au Liban. Tous demandent à l'Organisation des Nations Unies d'obliger Israël à un cessez-le-feu à Gaza et à le tenir responsable de l'échec des négociations. Le chef de l'État, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a dans un discours sans équivoque souligné la nécessité d'une réponse collective contre l'escalade de violences dont les conséquences sont insoutenables pour les populations de Gaza et du Liban. Dans un franc-parler, le chef de l'État tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a appelé un engagement fort pour mettre fin aux violences. Il a également rappelé les souffrances endurées par les peuples d'autres pays musulmans, évoquant les maux qui rongent le monde islamique: manipulation, exploitation et division interne. Invitant à l'action, le président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a affirmé que les leaders musulmans doivent se remettre en question et agir de concert pour provoquer un changement positif. Il a cité le Saint-Coran pour rappeler que le changement doit d'abord venir de l'intérieur, soulignant que la responsabilité des crises est partagée et que chaque pays doit prendre conscience de son rôle. Dans un appel à la solidarité, le président de la République a déclaré que le Tchad, en tant que membre de la communauté islamique, est déterminé à soutenir les efforts pour la paix. Il n'a pas manqué d'informer l'Assemblée des récentes attaques terroristes dans le lac Tchad, ainsi que l'opération militaire en cours pour protéger son pays et débarrasser ce bassin conventionnel de la secte terroriste Boko Haram. Ce qui a renforcé son appel à la solidarité des nations arabo-musulmanes pour faire face à ceux qui ternissent l'image de l'islam par des actes de violence. On espère que Dieu le Père, à qui nous remettons ce problème israélo-palestinien, pourra calmer les cœurs et ramener la paix. Nous avons besoin de paix dans ce monde. C'est aussi un petit clin d'œil comme ça au président nouvellement élu des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui avait décidé que s'il était élu, toutes les guerres cesseront. Monsieur le Président, nous vous regardons. Faites cesser les guerres. Je vous retrouve juste après la réclame. Parlons-en du Congo-Brazzaville, le pays de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Et au Congo, le ministre congolais chargé de la coopération internationale, M. Denis Christel Sassou Nguesso, a reçu le secrétaire général du FOCAC. Reportage Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé et Charlotte Abdoulaye.
2 mois après la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique FOCAC, le secrétaire général chinois du comité qui suit les recommandations de ce forum a été accueilli à Brazzaville par le ministre congolais chargé de la coopération internationale, M. Denis Christel Sassou Nguesso, afin de discuter de la mise en place du plan d'action de Beijing 2025-2027. En présence de M. Rigobert Mambundu, représentant personnel du chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, de l'ambassadrice de la République populaire de Chine au Congo, son Excellence Li Han, ainsi que de nombreuses autres personnalités. Les 2 principaux interlocuteurs ont discuté des avantages du FOCAC que la République du Congo co-préside au niveau de l'Afrique qui est confrontée aux défis du développement. Lors de cette réunion de prise de contact avec le ministère chargé de la préparation des rencontres ministérielles et d'autres ateliers d'échange interpays, le ministre congolais chargé de la coopération internationale, M. Denis Christel Sassou Nguesso, et ses hôtes auraient discuté des opportunités d'investir dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'éducation, de la santé, du numérique et d'autres infrastructures routières. Pour accompagner les pays africains à sortir de la précarité sociale et économique, la Chine a prévu d'investir 50 milliards de dollars en Afrique d'ici 2025. La contribution chinoise découle de l'initiative appelée la ceinture et la route, qui a été initiée par le président chinois Xi Jinping et qui correspond aux objectifs de développement durable ODD. Le secrétaire général chinois du comité, qui suit les recommandations du FOCAC, prévoit d'échanger sous peu avec le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, co-président du FOCAC, sur les enjeux de ce partenariat sino-africain. Après le Congo, rien de plus normal que de dire aux jeunes Africains et surtout aux parents qu'avec tout ce qui se passe en Europe aujourd'hui, avec tous ces problèmes et ces incertitudes sur l'éducation de nos enfants, il est recommandé aujourd'hui d'inscrire nos enfants dans des établissements, des collèges, des lycées et des universités dans nos pays d'Afrique. Et quand on a une université comme ça qui se distingue et qui forme véritablement des étudiants, des Africains prompts à l'emploi, rien de plus normal. Et cette université non seulement est notre partenaire, mais est une université aujourd'hui qui bénéficie de l'attention et des partenariats de nombreuses universités qualifiées d'honorables dans le monde. Cette université n'est autre que l'Université internationale de Libreville, notre partenaire officiel. Clin d'œil, pub. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Après avoir regardé et comprendre ce que fait cette université, l'UIL, l'Université internationale de Libreville, je salue comme ça au passage le recteur de cette université, M. Jacques-François Mavungu, qui fait les presses et qui au téléphone me disait, Consti, vraiment notre souci est de faire du 100% et de voir que tous nos étudiants, dès qu'ils sortent, sont tout de suite prêts à être les premiers responsables à faire des presses dans les entreprises qui les embauchent. Nous allons parler d'un pays, le Nigeria, un très grand pays d'Afrique. Il est de coutume désormais dans cette émission, comme je l'ai souvent répété, c'est récurrent, de vous présenter un pays, de présenter ses prouesses, ses atouts et tout ce que ce pays représente dans la sphère africaine et au-delà, à savoir dans le monde. Celui qui a été choisi pour cette édition n'est autre que le Nigeria. Reportage Constant Ika, Marcel Bassolé.
Nigeria est un pays africain du golfe du Guinée. Il possède un grand nombre de réserves et sites naturels. Les zones de conservation comme les parcs nationaux de Cross River et de Yankari comportent des chutes d'eau, une forêt tropicale dense, des savanes et des habitats abritant des primates rares. L'un des sites les plus notables est Zoumaok, un monolithe de 725 mètres de haut à la sortie de la capitale Abuja. Il est représenté sur la monnaie du pays. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et le 7e au monde. Ses villes principales sont Lagos avec 25 millions d'habitants, Ibadan avec 5,8 millions d'habitants, Kano avec 4,9 millions d'habitants, Benin City avec 2,6 millions d'habitants, Port Harcourt avec 2,3 millions d'habitants. Lagos est la 3e plus grande ville du monde et la première d'Afrique. Sa densité est de 230,44 habitants au kilomètre carré. Le taux d'accroissement naturel est de 2,5% selon le FNUAP, en sigle depuis 2023. L'indice de fécondité au Nigeria est de 5,08 enfants par femme et l'espérance de vie à la naissance est de 56 ans. Le Nigeria est une république fédérale constituée de 36 États et du territoire de la capitale fédérale autour d'Abuja. La constitution de la 4e république adoptée en 1999 est tirée de celle de 1979, elle-même inspirée de la constitution des États-Unis d'Amérique. Le président du Nigeria est élu au scrutin uninominal, majoritaire de tous les 4 ans. Les électeurs nigérians élisent en même temps les membres de l'Assemblée nationale, en sigle NASS, composée d'une chambre haute, le Sénat, et d'une chambre basse, la Chambre des représentants. Le Sénat compte 109 sénateurs, à raison de 3 par État, et de 360 représentants qui siègent à la Chambre. Les représentants sont élus au sein des circonscriptions, dont le nombre varie selon les États. Lagos compte ainsi 24 députés, tandis que le petit État de Bayelsa n'en élit que 5. Les gouverneurs des États qui jouent un rôle particulièrement important au Nigeria sont élus tous les 4 ans, selon le même mode de scrutin que le président. Le Nigeria occupe à date la présidence de la CEDEAO qu'elle avait déjà occupée entre août 2018 et juin 2019. La CEDEAO, dont le siège se trouve à Abuja, a d'ailleurs été fondée par le traité de Lagos en 1975. L'accord d'adhésion du Nigeria à la zone de libre-échange continentale de l'Union africaine, en sigle ZLECAF, a été signé le 7 juillet 2019. Le Nigeria est membre de la Commission du bassin du lac Tchad, en sigle CBLT, l'une des plus anciennes institutions régionales africaines créées en 1964 est basée à Djamena, au Tchad. Cette organisation est le cadre politique de la force multinationale mixte, en sigle FMM, de lutte contre Boko Haram créée en 2015. Enfin, le Nigeria exerce une influence importante sur son environnement régional grâce à son poids démographique et économique. L'importance de sa diaspora, estimée à 17 millions de personnes dans le monde. La puissance financière de ses banques et le rayonnement de sa production audiovisuelle, littéraire et musicale. Son produit intérieur brut, en sigle PIB, est de 504 millions de dollars américains, selon le FMI en 2022. Son produit intérieur brut par habitant se situe à 2330 dollars américains selon les indices du FMI en 2022. Le taux de croissance du Nigeria se situe à 3,2% depuis 2022 et à 3% en 2023 selon le Fonds monétaire international, en sigle FMI. Son inflation, 22,1% en décembre 2022, avec un glissement annuel. Sa dette publique se situe à 37,3% du produit intérieur brut, en sigle PIB, en 2022, selon le Fonds monétaire international, en sigle FMI. Ses principaux clients sont l'Inde à hauteur de 15,4%, l'Espagne à 9,9%, les Pays-Bas à 9,1%. Et ses principaux fournisseurs sont la Chine, à hauteur de 25% des parts de marché, l'Inde 12,5% des parts de marché et les États-Unis à 10% des parts de marché. Les parts des secteurs d'activité dans le produit international brut, en sigle PIB, est de 53% du PIB pour les services, 25% pour l'agriculture, 22% pour l'industrie. Le secteur transversal des hydrocarbures se situe à 10%. Les transferts de la diaspora nigériane se situent à 6% du produit intérieur brut, en sigle PIB, 10 fois plus que les investissements étrangers, soit 21 millions de dollars américains.
selon les indices 2020. Le taux directeur de la Banque centrale est de 17,5% selon les taux depuis le mois de janvier 2022. Le taux de chômage officiel est de 33%, dont 14,5% à Lagos, 38% dans l'état d'Akwa Ibom. Le poids du secteur informel est supérieur à 50% du produit intérieur brut en sigle PIB. Le Nigeria est la première économie d'Afrique subsaharienne. Son produit international brut en sigle PIB représente en 2023 25% de celui du continent et 66% de celui de la CEDEAO. Le Nigeria se place au 26e rang du classement mondial de 192 pays entre l'Argentine et l'Autriche, devant l'Afrique du Sud 37e et l'Égypte 40e. Après une décennie de prospérité entre 6 et 10% de croissance, l'économie nigériane est entrée dans une phase de ralentissement à partir de 2014, causée par la chute des cours du pétrole. Si elle reste maîtrisée, la dette publique a augmenté, passant de 29 à 37% du produit intérieur brut, en sigle PIB, entre 2019 et 2022. La croissance a rebondi en 2021, passant à 3,6% du produit intérieur brut PIB en sigle. L'inflation reste soutenue et atteint en décembre 2022 21,4% en glissement annuel. Les inégalités au sein de la population nigériane demeurent très marquées. Si le Nigeria compte 4 milliardaires en dollars selon les indices de Forbes 2019 et 29 500 millionnaires en dollars américains, il n'en reste pas moins que 40% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. En 2022, le Nigeria a perdu son statut de premier producteur africain de pétrole, en raison des vols massifs de pétrole dans la région du delta du Niger. Le pays n'est pas parvenu à atteindre son quota de production journalière, fixé par le PEP à 1,8 million de barils. Les exportations non pétrolières ont en revanche augmenté de 40% en 2022 par rapport à 2021. Le secteur pétrolier représente environ 10% du produit intérieur brut nigérian en sigle PIB, mais environ 65% des recettes fiscales du gouvernement. L'économie nigériane a de nombreux atouts en dehors de l'industrie pétrolière. La richesse produite chaque année dans l'état de Lagos, produite par l'industrie non pétrolière, et les services est supérieur au produit intérieur brut en sigle PIB cumulé de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Cameroun. Son secteur bancaire est le deuxième en Afrique, derrière l'Afrique du Sud, et constitue l'un des principaux moteurs de l'économie nigériane. Parmi les 75 entreprises africaines à plus forte croissance entre 2017 et 2020, 21 entreprises étaient nigérianes, selon le Financial Times. Les grands groupes nigérians sont Dangote, UBA et de nombreux autres. Ont développé leurs activités industrielles dans les domaines du BTP, de l'agro-industrie, des transports ou du raffinage. À titre d'exemple, en 2022, les exportations d'engrais représentaient 33% des exportations nigérianes, hors hydrocarbures, après l'entrée en service de l'usine d'engrais Dangote située dans l'état de Lagos. L'industrie cinématographique, Nollywood, est le deuxième producteur de films après Bollywood, et le secteur numérique sont en plein essor. Parmi les 7 licornes africaines, start-up valorisées à plus d'1 milliard de dollars, 5 sont nigérianes, principalement issues de la FinTech. La capitale du Nigeria est Abuja. La langue officielle est l'anglais. Les langues courantes sont le Hausa, le Yoruba, l'Igbo et le Pidgin. Son produit intérieur brut en sigle PIB est de 362,8 milliards de dollars américains, selon les indices de la Banque mondiale en 2023. La devise monétaire du Nigeria est le Naira. Avec plus de 230 millions d'habitants selon les chiffres 2023, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et le 6e pays du monde par son nombre d'habitants. Sa superficie est de 923 773 km². Le Nigeria est subdivisé en 36 États fédérés. Le président de la République du Nigeria est son Excellence, M. Bola Tinubu. Voilà le Nigeria, ce mastodonte en Afrique, un pays qui compte et un pays qui est pratiquement la locomotive
de tous les pays africains, un pays d'expression anglaise, nous allons nous rendre à Azerbaïdjan, surtout à Bakou. Mais avant, il faudrait tout simplement rappeler que notre vice-président, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Timoko Meïle Koné, est rentré de la COP29, a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny le jeudi 14 novembre, de retour de la COP29 à Bakou, Azerbaïdjan, où il a été de tout éclat, avec un discours qui a honoré la représentativité du président Alassane Ouattara, dont il était le garant. À Bakou, en Azerbaïdjan, 196 pays étaient présents, 72 000 participants, dont 80 chefs d'État et de gouvernement, ont pris part à cette COP29. La Côte d'Ivoire a été représentée, comme je le disais tantôt, par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Timoko Meïle Koné. Nous allons repartir un tout petit peu en Azerbaïdjan pour voir sa présence, avec toute la posture républicaine et l'affirmation d'une Côte d'Ivoire plus que debout. Direction Azerbaïdjan, Gérard Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, est le théâtre des débats mondiaux sur le climat. Les chefs d'État et de gouvernement prennent la parole à tour de rôle. Ainsi, dans la constante de leur discours, un axe est retenu par tous, l'urgence de l'action climatique. Le propos du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Timoko Meïle Koné, au nom du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, sont similaires à ceux des autres chefs d'État et de gouvernement. Nous devons agir rapidement et collectivement pour faire face aux phénomènes climatiques de plus en plus destructeurs. En Côte d'Ivoire, les actions audacieuses sont en cours. Sans ces actions, notre PIB pourrait baisser de 13% d'ici 2050 et près de 2 millions d'Ivoiriens pourraient basculer dans l'extrême pauvreté. Il est clair que les conséquences économiques, sociales et sanitaires seront inévitables si nous demeurons passifs. C'est pourquoi, sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre pays a pris des mesures fortes qui confirment notre engagement dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Cette année, nous avons conclu avec le Fonds monétaire international la facilité pour la résilience et la durabilité et exploré, en collaboration avec de nombreux partenaires, dont la Banque mondiale, des solutions de financement innovants. Il est vrai que la Côte d'Ivoire s'investit dans la résilience climatique, mais elle manifeste également sa volonté d'intégrer le vaste marché du carbone. Face à la gravité de cette situation, la Côte d'Ivoire appelle au respect des engagements pris lors de la COP28 et lors des conférences précédentes, notamment l'abondement des fonds pertes et dommages et la mobilisation des ressources attendues par l'Afrique et les pays en développement pour mieux s'adapter au changement climatique. Mais au-delà, les grandes économies doivent réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre pour faciliter l'accès aux technologies climatiques et accélérer le financement de la transition énergétique des pays en développement. Lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence mondiale sur le climat de Bakou en Azerbaïdjan, les acteurs majeurs du changement climatique ont marqué leur détermination. Selon le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, l'année 2024 et les années à venir seront marquées par des changements climatiques majeurs, entraînant des catastrophes naturelles d'urgence en raison du changement climatique. Selon lui, l'espoir réside dans la mise en œuvre des résolutions de la COP20 de Dubaï. Il est notamment consciencieux de renoncer aux carburants fossiles dans le but d'atteindre 1,5 degré Celsius. Pour leur part, l'astronaute M. Sunita Williams et le chef de l'État azerbaïdjanais, son Excellence Ilham Aliyev, se réjouissent de cette forte mobilisation intense. Il y a 196 pays présents en Azerbaïdjan, avec une participation de 72 000 personnes, dont 85 chefs d'État et de politique. Après Bakou, en Azerbaïdjan, comme je disais tantôt, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire est de retour et rentré sur Abidjan jeudi dernier. Et ce fut un grand plaisir pour tous les Ivoiriens de suivre cet élément qui montre encore une fois la fermeté de l'Afrique, qui est d'ailleurs un des très grands berceaux aujourd'hui de ce qui peut parer à toute cette déflagration, comme nous le constatons d'ailleurs en Espagne avec des différentes inondations.
Nous allons rester en Côte d'Ivoire et c'est toujours avec un sujet qui touche la Côte d'Ivoire que nous vous présentons notre grand format. Dans ce grand format, rien de plus normal. La caméra d'Ousmane Coulibaly, assistée de Lévite et d'Yvonon, ont décidé d'aller prendre les impressions des Ivoiriens. Il y a eu des casses en Côte d'Ivoire. Certains n'ont peut-être pas mieux compris ou bien compris, mais il y a des grands projets derrière, de l'investissement, des logements sociaux. En France, on les appelle un tout petit peu des HLM, mais ici, il y aura de la continuité, comme disait l'autre. Un digne héritier ne suit que les traces de son père. Et le père, qui n'est autre que le président Félix Houphouët-Boigny, avait en son temps créé des Sikoji, des Sogefia, des maisons qui étaient destinées un tout petit peu à des prix relativement bas pour apporter un logement décent aux Ivoiriens. C'est un peu la vision du président Alassane Ouattara, d'offrir aux Ivoiriens des logements décents, à coût très réduit et surtout une politique dans le logement social d'envergure, je dirais même internationale. Il vaut mieux souvent casser des œufs pour faire des très belles omelettes. La Côte d'Ivoire se développe. Vous verrez comment s'applique cette vision du président Alassane Ouattara est mené de main de maître par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire, M. Bruno Koné et toutes ses équipes, pour amener aux Ivoiriens un vrai bonheur. Ne dit-on pas souvent que les Africains, nous sommes trop chauds, nous sommes trop pressés, essayons d'attendre. Nous avons diffusé récemment sur nos antennes comment est-ce que la ville de Paris s'est construite. Dans une prochaine édition, on le fera, mais tout de suite, place aux Ivoiriens. À ceux-là même à qui ces projets sont réservés pour leur bonheur. On verra ce que pensent les Ivoiriens. C'est là le vrai témoignage et c'est là que se fait le vrai sondage. La création d'un habitat de qualité est une belle initiative faite par le gouvernement. C'est une belle initiative parce qu'elle participe au développement du pays. Et puis aussi, elle aide aussi ces personnes-là qui n'ont pas les moyens de pouvoir prendre des maisons, de pouvoir payer totalement la totalité d'une somme parfois. Donc du coup, je pense que c'est une très belle initiative, comme je l'ai dit tantôt, et puis ça va aider la population forcément. Je dis un grand merci au président, franchement merci pour cette belle initiative qui va forcément, comme je l'ai dit, qui va forcément participer au développement économique aussi du pays. C'est juste ça, merci beaucoup au président pour cette initiative. La création d'un habitat de qualité, je crois que ça va sauver la population. Dans la mesure où on a un problème de logement ici. Si l'État a eu l'ingéniosité de créer ça, je pense que vraiment c'est un ouf de soulagement pour tout le monde. Parce que vraiment Abidjan est surpeuplé. Il n'y a pas de coin où se loger. Bienvenue à cette idée-là. Je peux dire merci au président parce que c'est bienvenu parce que ça permet vraiment à la population de respirer. Parce que respirer, on était étouffé. Donc ça va permettre à la population de respirer. C'est une très bonne chose que le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a mis en place. Bien entendu, nous savons bien que c'est le président de la République, son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, qui met ces bâtiments à la disposition, comme on dira ailleurs, les HLM. Habitat à logement modéré, c'est ça. Alors, nous l'avons connu quand on était tout petit, avec les maisons Sogefia Sikoji, d'alors au temps de Houphouët-Boigny, paix à son âme, l'ancien président de la République. C'était vraiment une formule qui marchait bien. En 10 ans, vous récupérez, la maison vous revient. Et vraiment, vous payez le loyer durant 10 ans et la maison vous revient. Mais nous voulons bien que l'arbitrage soit vraiment fait par les collaborateurs du ministre Bruno. Ok? Hein? Il ne faudrait pas que ce soit encore nos dirigeants qui récupèrent ces logements pour donner à leur progéniture ou à leurs proches. Il faut que véritablement le citoyen lambda puisse obtenir un habitat décent à moins de coûts, sans qu'il y ait d'intervention. Donc nous, vivement, nous voudrons que cette opération soit ouverte
à tous les citoyens ivoiriens, hein, à chaque Ivoirien, comme on le dit, un toit. Vraiment, c'est une situation qui va mettre à l'aise les populations ivoiriennes. On ne finira pas de dire merci au président de la République pour cette belle initiative. Hein. Les Ivoiriens ont besoin, ils veulent être bien logés à moins de coûts. La création d'un habitat de qualité faite par le gouvernement, bon, franchement très intéressant aussi. Et puis il y a eu beaucoup de faveurs aussi qui arrangent les citoyens, qui peut aider aussi les Ivoiriens. Chacun de certaines familles peut avoir, des familles locales qui n'ont pas assez de moyens peut avoir des logements pour se loger à leur famille. Et aussi, bon, un peu, qui peut leur coûter un peu aussi moins cher. Donc, par rapport à ceci, bon, je pense que c'est très intéressant et aussi c'est bien fait. Donc ça est à soutenir au bout, beaucoup pour l'État ivoirien, beaucoup de soutien pour eux aussi. On les remercie d'avoir pensé à les Ivoiriens pour ces logements-là. Franchement, on les remercie beaucoup. Pour la création d'un habitat de qualité fait par le gouvernement, je suis vraiment d'accord. Je suis d'accord pour ça. Et je félicite le gouvernement, voilà, qui a une bonne pensée pour tous les habitants. C'est une bonne initiative pour nous les citoyens, mais vu qu'il faudra que ça soit un peu accessible à tout le monde, c'est ça le plus grand problème. Parce que les fonds SAIB, maintenant, ils disent aux gens d'apporter un apport initial, ce qui n'est pas aussi facile pour les gens. Voilà, c'est que la majorité de la population est tellement pauvre que ne peut même pas se payer même une boîte d'allumettes au marché, c'est pas possible. En tout cas, c'est un grand merci pour lui. C'est un grand soulagement déjà pour nous, la population, quand il fait ce geste-là. Mais qui trouve les moyens pour faire un truc décent pour tout un citoyen, quoi. Voilà, pour que tout un citoyen puisse avoir un habitat. Voilà ce que je peux dire. La création d'un habitat de qualité faite par l'État est très important et très bon pour la société ivoirienne. Car ce temps-ci, nous voyons qu'il y a plusieurs individus qui se disent qu'actuellement il n'y a pas de maison, il n'y a pas de maison, de logement dans lesquels subvenir à leurs besoins. Mais cela est très bon parce que l'État aussi a pensé à ces personnes afin de pouvoir mettre en place les maisons à leur disposition pour pouvoir à leurs besoins, et tout ça. Donc ceux qui sont découragés, ceux qui se disent non actuellement que l'État ne pense pas à eux, il est très important de savoir que l'État a réfléchi à nos problèmes, à nos situations actuelles. Et il a mis les maisons à nos dispositions qui sont au bas prix. Donc, chers frères et chères sœurs, je vous exhorte à pouvoir croire à l'État, à croire aux directives et à ce que l'État fait. Cela contribue au développement économique aussi de la société de la Côte d'Ivoire. Et en ce sens-là que cela est vrai et nous devons croire et nous allons voir cela s'accomplir. Merci au président, merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Nous disons merci à ce qu'il a commencé à faire. Nous voulons qu'il fasse mieux, afin que le peuple ivoirien sache que la République ivoirienne est là pour nous aider à pouvoir subvenir à nos besoins. La création d'un habitat de qualité fait par le gouvernement, ce que je pense dessus, je trouve ça très bien. Si le gouvernement ivoirien arrive à faire au moins des maisons où au moins chaque Ivoirien peut avoir au moins un endroit pour dormir, c'est plus mieux parce que là où nous habitons, à chaque moment, les propriétaires de coûts augmentent les maisons. À chaque moment, il y a une augmentation. Donc, si le gouvernement arrive à mettre ça en place, vraiment, nous, ça va nous plaire vraiment. La création d'un habitat de qualité, bon, c'est bon aussi. Parce que le gouvernement construit assez de maisons, là, ça nous arrange aussi, nous les jeunes. Là, on peut gagner aussi des toits pour dormir aussi. Parce que nous, la jeunesse, nous sommes nombreux ici à Côte d'Ivoire. Bon, si le gouvernement nous arrange sur ce projet d'habitation, ça nous arrange beaucoup. Avec un bon prix, ça nous arrange beaucoup. Aujourd'hui, on dira que pour avoir un logement décent, c'est pas facile. Hein, parce que tout est cher. Et puis, si le gouvernement a décidé de créer un habitat de qualité, je pense que ça serait intéressant pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, je dirais encore que, au risque de me répéter, qu'au temps de nos parents, il y avait ces logements-là, les logements
qu'on pouvait appeler logements sociaux, justement la psychologie, effectivement, la psychologie, voilà. Et nos parents cotisaient petit à petit et après, ça leur revenait. Et nous-mêmes, on en a eu aujourd'hui, on a bénéficié de ça aussi. Mais on espère que c'est une amélioration aujourd'hui et que l'État va faire fort de pouvoir quand même impliquer tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la création d'un habitat de qualité, vraiment, ça vient à point nommé et tout le monde sera quand même bénéficiaire. C'est notre souhait. C'est terminé pour cette émission, tout en souhaitant simplement un très bon séjour à toute la diaspora canadienne en Côte d'Ivoire pour des très grandes réalisations et surtout souhaiter comme ça la formation de nos jeunes. Oui, nos jeunes doivent aller se former au Canada. Oui, c'est normal. Et ça fera plaisir, faire des stages là-bas de quelques mois et revenir dans nos pays pour apporter leur savoir. Tout en vous remerciant aussi à vous d'avoir regardé comme ça ce programme d'information vraie sur votre petit écran. N'oubliez pas de rester fidèle sur votre chaîne de télévision CNN et de regarder toutes leurs rediffusions en cliquant sur cnntv.ci. Et si vous voulez voir de l'information africaine en continu, non-stop, n'hésitez pas à aller sur www.cwebinfo.net. Vous rentrez dans la rubrique Replay et la télévision est disponible pour vous 24 heures sur 24. Toutes les informations qui touchent le continent africain. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Constieka. Au revoir.